Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Le Déshonneur. Une émission qui revient sur des séquences cruciales de la période coloniale française chez nous et qui contribue à lever le voile sur des crimes coloniaux que la France officielle continue de taire et de dissimuler jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'utilisation des armes spéciales ou prohibées en Algérie constitue un déni de l'État français, comme le décrivent de nombreux historiens et journalistes. Pour l'opinion publique qui nous regarde ce soir, il faut savoir qu'à ce jour, les archives liées à la stratégie d'utilisation à grande échelle de gaz toxiques et du napalm contre les civils et les combattants algériens sont sous-documentées quand elles ne sont pas tout simplement verrouillées par la législation française. Une première disposition en 2008 avait consacré une nouvelle catégorie d'archives liées aux armes de destruction massive, incommunicables à vie. Et puis la seconde, plus récente, datant de juillet 2021, relative à, entre guillemets, l'antiterrorisme, comme il l'appelle, a même créé la possibilité de dissimuler certaines archives, rendant la recherche en la matière presque impossible. Alors, quelle est l'échelle de cette guerre, ou plutôt de cette offensive chimique et bactériologique? On en parlera également tout à l'heure. Cette offensive commise contre les Algériens, en particulier des civils, femmes et enfants, réfugiés dans des grottes, fuyant le napalm à l'extérieur. Et puis que cache encore la France? C'est dire cette grande opacité qui entoure ce dossier, comme celui d'ailleurs des mines antipersonnelles dont on parlera également, et à quel point le thème de la colonisation continue de cristalliser les passions dans l'Hexagone, au point de taire certains faits majeurs de l'histoire de ce pays colonisateur qui a sciemment défié toutes les chartes et conventions internationales des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Voilà donc la thématique que nous allons développer ce soir avec mes invités autour de ce plateau et que je vous présente tout de suite. Avec moi, Maître Fatma Zohra Benbrahim, vous êtes avocate spécialisée dans le droit de l'histoire. Merci encore une fois d'être avec nous, Maître. Merci. Merci. Également avec nous, Abdelmajid Azzi, vous êtes militant syndicaliste, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont le parcours d'un combattant de l'ALN de la Wilaya 3. Vous racontez votre propre vécu en tant qu'ancien Moudjahed qui avait participé justement à la guerre de libération nationale. Merci, Monsieur Azzi, d'être avec nous. Merci. Et puis nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Hassan Ara. Vous êtes journaliste, enseignant, chercheur spécialisé en histoire. Vous animez également sur Canal Algérie l'émission Les Dossiers de la Mémoire. Merci Hassan d'être avec nous également ce soir. Moi qui vous remercie. Et puis comme à l'accoutumée, nous avons également avec nous Amir Nebash. Amir Nebash qui reviendra tout au long de cette émission avec des capsules, des témoignages et des documents déclassifiés qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long de cette émission. Amir, bonsoir. Bonsoir Zoher, bonsoir à nos invités, bonsoir à toutes et à tous. En Algérie, la France avait une seule et unique mission, c'est celle d'exterminer la population. Et puis pour masquer ces crimes coloniaux et ces massacres, les politiques, l'État français ont dû baptiser certaines opérations de non-droit de missions de pacification ou même de civilisation. Vous avez un exemple, mesdames et messieurs. Le 4 décembre 1852, plus de 6000 soldats français vont envahir et attaquer la ville de l'Rouat. Ils vont massacrer plus de 3700 personnes au gaz chloroforme. Voilà, le temps était donné déjà par la France coloniale. La France coloniale avait déjà décidé de mener cette guerre de la honte contre le peuple algérien. On regarde. Zone interdite, bombardement en napalm, l'utilisation d'armes chimiques et d'autres armes non conventionnelles visant des civils algériens. La France coloniale et son armée avaient commis un crime contre l'humanité.
Des documents officiels montrent l'implication directe de l'État français dans ce génocide perpétré contre le peuple algérien. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. Mais dans le contexte du combat où une mission suivait l'autre, aucune mission ne ressemblait à l'autre, on était vraiment pris dans un engrenage. Je crois que pour bien comprendre ça, il faut voir l'engrenage de la guerre, l'engrenage des opérations. Jusqu'à ce jour, les marques, les blessures et les séquelles témoignent de la sauvagerie de ces attaques, signées par la France coloniale au nom d'une guerre. La guerre de la honte menée par la France contre des innocents. Nous venons d'entendre les déclarations de cet ex-officier de l'aviation française qui parle de bidons spéciaux. C'est du napalm qui a été largué sur des villages algériens. Et puis la correspondance officielle du général Salan en autorisant son armée à utiliser toutes les armes prohibées dans le but d'exterminer des Algériens. C'est à vous, Zahel. Et ce genre de témoignages, il en existe, d'autres témoignages qui renseignent justement sur l'utilisation du napalm notamment. C'est une première arme qui avait été utilisée de manière systématique, notamment dans l'Est algérien. Alors, il faut rappeler aussi en fait, la France officielle n'a toujours pas reconnu les crimes liés à l'utilisation, voire à la généralisation pendant la période coloniale des armes prohibées. En 1957 d'ailleurs, il faut le rappeler, et j'en parlerai avec vous, Madame Maître Benbrahim, le ministre résident Robert Lacoste a affirmé que le napalm, rigoureusement proscrit, n'a jamais été employé dans des opérations militaires. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, la France officielle maintient jusqu'à ce jour ce mensonge d'État, ce déni? D'abord, il faut bien le dire, l'histoire de la France coloniale est bâtie sur le mensonge. Comme je le dis souvent, c'est un véritable chapelet de mensonges. Le deuxième point, c'est que l'armée française a commis tous les actes criminels qu'on peut imaginer. Donc les génocides, l'usage du gaz, toutes les armes conventionnelles et non conventionnelles ont été utilisées en violation donc des textes internationaux qui interdisaient l'usage des armes non conventionnelles. Après la Première Guerre mondiale. Oui. Donc ça a été pour eux quelque chose de tout à fait naturel parce que ce qu'ils avaient en tête, c'était l'extermination d'une population rebelle. Et effectivement, toute l'Algérie était rebelle. Toute l'Algérie essayait d'abord de sauver la vie des citoyens, les familles, les enfants, les animaux. Et la France s'était fixée pour but de tout détruire sur son passage afin que les militaires soient à l'abri, ils ne soient pas attaqués par les Algériens, qu'ils puissent avancer en Algérie. Et chaque fois qu'ils avançaient, eh bien, c'était un massacre qu'ils faisaient pour nettoyer la terre. Ça, c'est le constat. Et on n'arrête pas de le répéter qu'il y a aussi des preuves, des témoignages, des documents d'archives qui attestent un peu des massacres qui ont été commis. L'utilisation des armes prohibées est un fait. Le mensonge est maintenu jusqu'à ce jour. J'aimerais aussi vous entendre, Hassan, justement sur le droit international qui a justement instauré un protocole concernant la prohibition de ces armes. C'était juste, je le disais tout à l'heure, juste après la Deuxième Guerre mondiale, précisément le 17 juin 1925, le protocole de Genève. C'est ce qui a pavé le chemin vers la Convention sur l'interdiction de ces armes. La France avait créé l'exception en Algérie? Non, la France, voilà un siècle. Donc, vous avez évoqué la ratification du protocole de Genève le 17
juin 1925 par la France. Ce protocole qui concerne la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, de tout liquide, matière ou procédés analogues et de moyens bactériologiques. Tous ces produits ont été utilisés bien avant, pendant la Résistance, donc entre 1830 et 1871, et pendant la guerre de libération nationale entre 1954 et 1962. Donc voilà un siècle que la France est dans le déni, dans le mensonge, et elle refuse de regarder franchement l'histoire en face. Il n'y a pas que ce protocole, parce qu'il y a eu un autre protocole, celui de 1949, où la France s'est engagée à respecter la Convention de Genève le 12 août 1949, relative justement à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Or, nous savons que l'usage intensif du napalm a surtout touché les populations civiles, et nous allons le voir tout à l'heure avec d'autres exemples, où à chaque fois c'était des civils, des femmes, des vieillards et même des enfants ont été donc massivement massacrés. Sur les images, parmi les victimes, il y a bien sûr les enfants, les femmes. Abdelmajid Azi, nous avons le plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez été témoin de cette malheureuse période, où vous avez été dans la Wilaya 3, dans les rangs de l'ALN. Vous avez été témoin de ces horreurs, de l'utilisation notamment du napalm. C'est quelque chose d'inimaginable. Ils ont utilisé le napalm d'abord contre les combattants. Quand il y a un accrochage avec l'armée française, et généralement, étant plus nombreux que les Junouds, ils n'arrivent pas à se défaire de l'engagement qu'ils ont entrepris avec les maquisards. Pourquoi? Parce que les Junouds, eux, ils y vont avec le cœur, tandis que les autres, la plupart c'est des appelés, ils n'avancent pas. Alors, par conséquent, la seule façon pour pouvoir éliminer cette résistance farouche, c'est d'utiliser le napalm. Il a été utilisé pour la première fois en 1957 dans le Douar Ihram, dans la vallée de la Souma. Le Douar Ihram, c'était au cours d'un engagement terrible qui a mis en prise une compagnie de l'ALN et évidemment des bataillons de l'armée française qui l'ont encerclé. Cette résistance a été terrible et ils ont ramené des bidons avec des B-26, même l'armement à l'époque, les avions, ce n'étaient pas des avions français, c'était des avions de l'OTAN, et ils ont lâché dans une région où il y a des oliviers. Et les oliviers ont pris feu et des Junouds également ont pris feu au contact avec le napalm. Et évidemment, la plupart se sont retirés et c'est comme ça qu'ils ont trouvé l'astuce d'utiliser le napalm pour décourager, déjà à l'époque, parce qu'on ne connaissait pas ce que c'était le napalm. C'était un produit qui brûlait au contact avec le sol. C'était un liquide qui tombe et au contact avec le sol ou avec il brûle. On ne peut rien pour pouvoir l'éviter. Donc, pour eux, c'était essayer de décourager les Junouds qu'on voyait déjà aller avec des blessures énormes sur les bras, partout sur le corps. Et c'est comme ça que, par la suite, il y a eu, disons, des astuces pour justement se protéger contre ce... Et quelle solution avait trouvé? C'était la Kachabia et le burnous. Parce qu'on utilisait... les maquisards, ils avaient le burnous et la Kachabia, on ne la mettait pas. Elle était entamée, on l'utilisait pour dormir. À la Belle Étoile, on utilisait le burnous. Et là, on l'utilisait
justement pour éviter le napalm. On mettait le napalm. Dès que le napalm tombe, on jette le... Monsieur Assier, est-ce qu'il y avait des compagnons en vous qui ont été victimes, justement? Oui, bien sûr, absolument. Vous avez vécu... Moi, j'étais à cette époque-là, fin 57, parce qu'au début, j'étais dans une unité d'action, une section dans le Douar Ouzilaguen, là-bas où il y a eu le congrès de la Soumane. Et par la suite, j'ai été versé dans le service sanitaire, dans le service de santé, après avoir un stage, etc. C'est après une blessure. J'ai été blessé gravement, donc j'étais inapte dans la compagnie et on m'a mis dans le service. Donc on voyait les blessés qui venaient, les blessés au napalm qui venaient, et ça a été extrêmement difficile de les soigner. Parce que le plus grand danger, c'est l'infection. C'est l'infection. L'infection, heureusement, on était outillés et on avait, des idées pour pouvoir peut-être les soulager en premier temps et les empêcher d'avoir des infections. Voilà, absolument. Donc ça a été, par la suite, pratiquement élargi à la population. Moi, je me souviens, le Douar Ouzilaguen, il y a 14 villages, le jour où ils ont été bombardés. C'était à la fin 57, fin de l'année 57. Ils ont voulu les faire sortir pour les regrouper autour du camp à Exra-Mokran, comme fait aujourd'hui le sionisme, pour pouvoir les regrouper et les dominer et empêcher justement la LN d'avoir... disons de profiter parce que la population c'est elle qui nous nourrit. Et le soutien, la nourriture, etc. Oui. Alors ils les font sortir autour des postes militaires. Donc là-bas, au village d'Ouzilaguen, ils leur ont donné un ultimatum. Vous partez, sinon on vous bombarde dans 8 jours. Et bien, finalement, le FLN avait demandé à la population, il vaut mieux descendre que d'avoir à subir les représailles. Oui. Il y a une grande partie de la population n'est pas allée dans les camps. Ils sont allés dans les forêt, dans les maquis. Des civils. Des civils, en famille. Oui. En famille, dans les zones interdites. Dans les zones interdites. Et c'est là-bas aussi qu'on les a poursuivis avec le napalm. C'était dans les maquis. Donc, ils enflammaient, ils jetaient des bidons. Il y avait le feu, donc qui ravageait toute la région, et en même temps, les familles qui sont là-bas, ils sont également touchés par... Et c'est pour cela que nous appelons d'ailleurs le napalm, c'est l'arme du génocide, car elle ne fait pas la distinction entre le combattant et le civil, qu'il soit femme ou enfant. J'aimerais revenir vers Ahmed Nebaj. Vous avez une deuxième capsule qui revient sur un témoignage et un cas d'une personne qui a été touchée justement par le napalm. Alors, la France a tout le temps justifié l'utilisation du napalm en disant que ce napalm-là, on bombardait avec les zones interdites, c'est-à-dire ce sont des zones complètement vides de civils. Or que dans cette émission, dans le déshonneur, mesdames et messieurs, on veut toujours vous proposer un regard, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire d'historiens tels que Raphaël Branche, justement, qui va publier un article en 2022 qui s'intitule « Contre la France pacifiée au napalm ». Et dans cet article-là, c'est un travail de plusieurs mois de recherche, elle va démontrer simplement, à l'aide bien sûr de recherches et de témoins qu'elle a pu tout simplement enregistrer, que la France, elle utilisait le napalm même contre les civils. On regarde. À partir de 1959, le napalm a pu être utilisé à un stade qui n'avait plus rien d'expérimental. En dépit des incertitudes évidentes sur les précisions des bombardements et l'identité des personnes visées, puisque les zones interdites étaient en fait loin d'être vides de civils, le napalm a été considéré comme une arme efficace jusqu'à la fin de la guerre. Les autorités politiques françaises en laissaient faire. Khadija Belgembour a assisté, impuissante, au bombardement d'une infirmerie. Il y avait une montagne juste en face. Ils ont utilisé le napalm. Il y avait un hôpital, enfin une infirmerie, où ils cachaient les blessés. Je les voyais. Ils essayaient de s'évader. Une odeur horrible. Ils se roulaient par terre.
et leur chair restait sur les pierres. Elle collait aux pierres. Ils criaient. Ce cri encore de temps en temps, il me revient aux oreilles. Plus tard, elle a elle-même reçu une goutte de napalm et en a gardé un trou dans la tête. Alors voilà Zohera, dans le témoignage de Khadija Bengemour, elle dit qu'on attaquait même des infirmeries, voire des hôpitaux de campagne, sans distinction aucune, et elle parle de sa propre blessure. Elle a été juste touchée par une seule goutte et elle a carrément un trou dans le crâne. Donc le témoignage que vous venez de citer figure parmi justement toutes ces traces que nous recevons aujourd'hui, les témoignages vivants aussi, oui, de certaines personnes qui ont survécu à cette arme terrible. Les secrets d'utilisation, Maître Benbrahim, des armes prohibées, on parlera des armes chimiques tout à l'heure également. L'usage de ces armes aujourd'hui c'est une vérité, tout le monde l'a bien compris, et malgré l'existence de nombreuses thèses de mémoire, 667 pour être précis, et qui ont été recensés jusqu'en 2018. Il y a même un chercheur allemand, Fabian Klause, de l'Université de Cologne, qui avait entamé un travail de recherche qui a été finalement interrompu par les éléments de la DGSI. Il faut le souligner, pour cause de soupçon de compromission du secret de défense, pour citer un peu la raison qui a poussé à interrompre cette thèse. C'était en 2019. Il y a cette chape de plomb qui est maintenue. Il ne faut pas chercher dans les archives, il ne faut pas revenir sur les détails de l'utilisation de ces armes. Jusqu'à quand cet état de fait? Effectivement, ce genre de choses est classé secret défense. Donc les archives ont une durée de vie. Il y a les archives qui sont classées secret défense et il y a ceux qui sont classés secret d'État. Tous les deux ont des délais et ils ont une loi, ils ont leur propre loi concernant les archives qui fixe les délais où on doit mettre ces dossiers à la disposition des chercheurs et même à la disposition de personnes qui veulent connaître la vérité concernant leurs parents qui ont subi, par exemple, ce genre de crime. Mais la France a toujours cette idée de reculer à tout jamais la communication de ces pièces et d'entraver les travaux des recherches et des chercheurs, les travaux de recherche et les chercheurs. Même les chercheurs, quand la levée du secret défense est faite sur une catégorie de dossiers et que nous voulons essayer d'ouvrir ces dossiers pour voir et pour comprendre, eh bien vous avez toujours une petite circulaire qui intervient comme ça et qui dit écoutez, on ne peut pas, regardez, il y a une note qui nous interdit de vous donner ces archives. Mais certains chercheurs réussissent quand même par un subterfuge à obtenir des autorisations et à aller glaner quelques informations dans ce dossier. Tous les dossiers sensibles qui relèvent du crime contre l'humanité sont tous classés secret d'État ou secret défense. Et leur accès est très très difficile. Pourquoi leur accès est difficile? Parce qu'en fait, pour un chercheur, lorsqu'il obtient ces documents, alors c'est des documents qui sont signés par des hauts militaires, qui sont authentifiés, il y a des photos, il y a une procédure tout est fait. Ce sont pour nous, par exemple pour nous avocats, ce sont les moyens d'asseoir la culpabilité d'un État et demander donc des réparations ou autre chose. À partir du moment où nous avons les documents, on peut avancer dans notre travail. Mais dès lors que nous n'avons pas les documents, eh bien, on n'a pas les preuves. Et on peut parler sans pouvoir agir comme le stipule la loi. Et comme je le disais, Hassan, aujourd'hui, seuls des témoignages et de rares documents archivés, des supports photographiques retracent la chronologie de la stratégie d'utilisation par la France coloniale de ces armes, notamment le napalm, en raison d'un accès verrouillé. Donc, mais d'après les chercheurs en histoire, et vous y êtes aussi, vous êtes dans la même activité, même les archives pourraient ne pas tout dire aussi, car en fait que les officiers de l'armée coloniale écrivaient ce qu'ils voulaient à l'époque. Et ces rapports militaires, mais ils seraient suffisamment compromettants pour parer aujourd'hui. Est-ce que on peut se fier, ou encore il y a cette tradition d'oralité qui est nécessaire pour compléter certains récits manquants? Comme on l'a dit dans le premier reportage, le napalm était tabou.
pendant la guerre de libération nationale, parce que les aviateurs qui larguaient donc les bombes en napalm ne savaient pas qu'ils larguaient du napalm. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'était des bidons qui chargeaient à bord de leur avion. C'était des bidons spéciaux. D'ailleurs, même pas le mot, on utilisait l'expression BS. C'est des BS. Donc même dans les transmissions, il leur a été interdit de parler de napalm. Et puis, c'est un tabou qui demeure jusqu'à aujourd'hui, parce que il y a 2 ou 3 chercheurs sérieux, des historiens qui ont essayé de travailler sur le napalm. Je sais qu'ils n'ont pas pu accéder aux archives. Toutes les données qu'ils ont, c'est les quelques témoignages d'anciens aviateurs. Il y a un aviateur stationné d'ailleurs dans la base aérienne de Tlerma, parce que c'est dans l'Est algérien qu'on a commencé à partir de 1956. Il disait qu'il y avait un usage vraiment régulier, quasiment quotidien du napalm, notamment en wilaya 2 historique, en 1956, et surtout dans les Aurès, où des populations civiles étaient ciblées. Alors, à l'époque, les officiers de l'armée française disaient que l'intérêt, c'était d'effrayer l'ennemi, entre guillemets. Je reprends exactement l'expression consacrée. Mais par la suite, il y a ce témoignage d'un ancien pilote, Germain Chambos, pour ne pas le nommer. Lui, voilà ce qu'il dit. Il dit: le napalm n'est pas seulement une arme pour effrayer, elle est dégueulasse, mais efficace. Si vous êtes dessous, quand on largue, la température passe immédiatement à 1000 degrés. Donc pour vous dire un petit peu... oui, c'est une chaleur. L'horreur vécue par des civils, et un crime contre la nature, un crime contre l'humanité, et un crime contre la nature également. Oui. Donc je termine par rapport au droit. Parce que la stratégie diabolique de l'armée française, ils ont tout prévu, parce qu'ils savent qu'ils allaient se justifier à un certain moment de l'histoire. Voilà ce qu'ils disent aujourd'hui. L'emploi du napalm serait considéré comme illégal, non du fait de la matière, de la nature de l'arme, mais du fait de l'objectif choisi. Parce qu'il faut maintenant avoir des preuves que des populations civiles ont été ciblées, massacrées directement. C'est devenu des torches humaines. Ils te disent c'est pour la destruction des mechtas abandonnés dans les zones interdites, ou bien des refuges souvent abandonnés de l'ALN. Voilà les traces que certains historiens ont retrouvées par rapport à cette question. Il y a peut-être aussi ces archives, certaines archives ont été déclassifiées au centre des archives militaires de Vincennes. Donc c'est le service historique de la Défense, qui prouve que le recours du 10e bataillon de parachutistes érigé par le sinistre Massu, il avait eu recours au napalm, mais aussi aux armes chimiques, on en parlera dans un instant. Dans certaines régions, le Warsonis, comme vous le disiez, Tissimsit également, Tniyat el-Had. Est-ce que nous avons aujourd'hui, la question est peut-être un peu difficile, hein, car nous n'avons pas les vrais chiffres, Monsieur Abdelnajid Azi, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une estimation ou même d'une appréciation de ce qu'a provoqué ces armes, notamment sur la population et l'environnement? C'est compliqué de répondre à ce genre de questions, peut-être. D'une façon générale, ils interviennent avec le napalm dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une résistance, qu'elle soit du côté de la population ou bien du côté de la Moudjahidine. Voilà. Dès qu'il y a une résistance farouche, alors on utilise comme au début, effectivement, c'était pour faire peur, pour que les gens ne soient pas, disons, rentrent dans les rangs, hein, pour parler le langage de l'époque. Mais par la suite, ça a été pratiquement généralisé. Surtout dans les... C'est compliqué, vous me suivez, c'est-à-dire sur la question de connaître l'ampleur de ce qu'a provoqué... Oui, c'était inimaginable par la suite. Pour eux, c'était quelque chose qui pouvait
disons, atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire mater un peu la population, éliminer le plus grand nombre de personnes. Et c'est ça, c'était leur objectif principal. Et le napalm, ils l'ont eu. C'est l'OTAN. À l'époque, la France était... Le siège de l'OTAN était en France. Et par conséquent, ils ont utilisé tout ce qui était à leur disposition, ce qui a été fourni à travers tout le matériel, les armes, les véhicules, les avions, les hélicoptères. Tout ça, c'est des armes de l'OTAN, principalement des Américains. Voilà. Amir Nebach, vous avez encore une capsule à proposer à propos toujours de la même thématique. Exactement, Zohair. Alors, pour appuyer ce que vous dites par rapport à l'interdiction de l'accès à ces documents classés top secret, parce que certainement quand on laisserait les chercheurs accéder à ces dossiers, certainement on aura, comme vous le dites Zohair, une estimation sur les dégâts commis par la France coloniale, notamment sur les civils algériens. Claire Billet, c'est une journaliste indépendante, a été reçue sur le plateau de DF5 Monde et elle parle justement de cette chape de plomb encore posée sur ces archives, le non-accès à ces archives, mais elle parle aussi de cette violation commise par la France coloniale, notamment sur, bien sûr, l'utilisation d'armes prohibées par rapport à la loi de 1925. On regarde. L'expérience, en particulier en Europe, des gaz mortels qu'on a utilisés, et ça a conduit les pays, notamment européens, à signer cette convention. En revanche, ces gaz toxiques ont été utilisés pendant la guerre d'Algérie ensuite, et ils étaient indiqués comme armes de combat déjà par l'armée française. Donc l'armée française savait ce que c'était, savait ce qu'il y avait dedans quand ça a été... Ils ont décidé de l'utiliser en Algérie contre les combattants de l'ALN, le bras armé du FLN. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe finalement. C'est que d'un côté, on ouvre certaines archives, mais de l'autre, on les referme. Qu'on a l'impression qu'il y a un empilement de lois, on a l'impression que c'est un sujet sensible et compliqué. Et je pense que les historiens attendent que les archives soient entièrement ouverte pour pouvoir travailler et comprendre tout simplement factuellement ce qu'a été entièrement la guerre d'Algérie et la question du chimique est un réel tabou encore. Et voilà Zohair, donc je rejoins peut-être Madame Benbrahim sur justement cette batterie de lois qui a été créée par la France justement pour éviter ces sujets, plus l'interdiction et puis l'implication directe de la France dans l'utilisation et l'usage d'armes prohibées en Algérie. Alors, on vient d'écouter Claire Billet, qui est journaliste indépendante, qui a fait tout un travail sur l'utilisation des armes chimiques. On en parlera dans un instant. Mais avant, je vous donne la parole, Hassan Arabe. Vous vouliez rajouter... Pour donner quelques chiffres et mesurer un petit peu l'ampleur de l'usage du napalm en Algérie, nous savons que les avions étaient équipés de 2 ou 3 bidons de 500 litres. Alors qu'un litre peut enflammer pratiquement la moitié d'un stade de football. Hein, pour vous dire, un seul litre. Un seul litre. Oui. Ça peut générer des dégâts extraordinaires. La moitié d'un stade de... Là, vous êtes en train de parler d'un baril de 500 litres, c'est-à-dire 500 fois une capacité. Et puis chaque avion, nous savons que quand il quitte la base de Clermont, était équipé de 2 ou 3 bidons de 500 litres. Donc 1000 à 1500 litres pour chaque avion. Et nous savons que il y a au moins des escadrons de 5 à 7 avions. Donc, pour vous dire un petit peu le nombre d'avions et la densité de ces attaques. Et puis, je pense qu'en 1960, l'usage du napalm a atteint des proportions extraordinaires. Donc, notamment, il y a la fameuse bataille de Djebel Mzi, qui a fait réagir à l'époque le GPRA par la voix du ministre de l'Information à l'époque, Mohamed Yazid. Je reprends exactement la phrase de Mohamed Yazid qui est évocatrice, éloquente. Les chefs militaires, disait-il, qui ne sont pas dignes de se réclamer de la civilisation. C'est-à-dire, c'était vraiment, les chefs militaires à l'époque étaient des barbares, des sauvages. Très bien.
On pourrait aborder à présent un autre chapitre des armes prohibées utilisées en Algérie. Il s'agit des armes chimiques. On parlera avec vous, Hassan Arab, tout à l'heure des armes bactériologiques, où encore il y a eu un massacre qui a été commis notamment à l'ouest algérien. Concernant les armes chimiques, il y a cette date qui retient l'attention, le 1er décembre 1956, avec la création de ce qu'on appelle les BAS. Alors les BAS, ce sont les batteries des armes spéciales. Alors les batteries des armes spéciales sont un régiment d'artillerie anti-aérien qui a été créé et tenu secret également. Il était dirigé sous l'autorité du général Charles Ayré. Il avait pour mission de neutraliser, comme ils le disent, les caches souterraines des moudjahidines algériens. Des soldats avaient été recrutés à l'époque parmi les appelés pour passer une formation à Bourges, notamment, avant d'être renvoyés en Algérie. Mission principale, expérimenter de nouvelles armes chimiques en conditions réelles, mettre en œuvre aussi ces armes sur le terrain, former d'autres unités au combat souterrain à l'utilisation du gaz. C'est un chapitre dramatique, important, Maître Benbrahim, utiliser des gaz avec différentes formules, parfois des formules qui sont utilisées pour la première fois au monde. C'était des combinaisons de gaz qui avaient été utilisées en temps sur des conditions réelles. Est-ce qu'aujourd'hui la France doit aussi répondre de ces crimes et de ce non-droit international? Mais bien sûr, tout ce qui est contraire à la loi est punissable. C'est le principe de droit. Et 60 ans après tous ces massacres, parce que c'est des massacres, eh bien on commence maintenant à en parler. Et l'usage de ce type de liquide inflammable, c'est des choses qui sont différentes les unes des autres. Pour par exemple le napalm. Le napalm est un liquide lorsqu'il est en contact du sol. Donc il fait un champignon de feu et il brûle toute personne, tous les animaux, les arbres et tout ce qu'il y a autour. Mais quand il touche l'être humain, la personne devient une torche humaine. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que cette personne soit totalement consumée. Et souvent, les gens qui ne savaient pas ce que c'était, ils allaient dans des mares d'eau pour essayer de faire éteindre ce feu. Et c'est là où le mal était encore plus grave, la douleur plus grave. Même dans l'eau. Mais bien sûr, il brûle. Il brûle. J'ai en tête quelque chose qui m'a marqué quand j'étais enfant. Du côté de la salle du 1er novembre, de la rue du 1er novembre. Il y avait un immeuble magnifique. Et les Algériens, après le départ des Français, ont essayé d'aller dans cet immeuble, d'habiter. Ils se sont rendus compte que tous les murs étaient noirs. Et c'était du napalm qu'ils avaient utilisé ici en ville pour que les Algériens ne puissent pas occuper ces appartements. Donc, pour revenir, Madame, juste pour revenir sur la question des armes chimiques, il y a eu aussi ces utilisations, notamment à travers des bidons, des grenades aussi qu'on lançait dans des grottes où se réfugiaient. Il y a bien sûr des moudjahidines, des combattants, mais surtout aussi des civils qui se réfugiaient aussi dans... Est-ce qu'aujourd'hui, cette méthode, on réclame encore des archives sur l'utilisation qui sont très compliquées à avoir. Très secrètes. Des témoignages de certains soldats, des appelés, avaient parlé justement des effets de ces gaz chimiques. Il y a des compositions comme par exemple, vous me corrigerez, Hassan, cette composition chimique un peu difficile à prononcer, mais je vais essayer quand même, c'est de l'aminodichloroarsine, si je ne me trompe pas. Ce sont des combinaisons extrêmement toxiques qui ont été utilisées sur des femmes, sur des enfants, qui ont eu juste peut-être le malheur d'aller se réfugier dans une grotte, dans certains reliefs. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Oui. Ça, c'était la dernière des armes. D'ailleurs, on n'en a pas jamais parlé jusqu'à il y a quelques années. Je me souviens qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, l'auteur du livre « La guerre des grottes » est venu en Algérie. Et nous avons fait une conférence au Forum du Moudjahid et on l'a laissé longuement parler. Donc, le livre n'était pas totalement écrit. Donc, il est venu dans un cadre d'échange et il nous a expliqué ce que c'était. Moi, personnellement, je ne savais pas ce que c'était. J'en avais jamais entendu parler. Donc, c'était quelque chose qui était resté très, 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 très secret. Et cette composition, c'est la première fois qu'on voit ce type de composition chimique.
Et alors, vous avez très bien fait de parler des grottes, des enfants, des moudjahidines. Les grottes en Algérie, quand il y a eu donc l'usage du napalm, les assassinats massifs, les gens se sont réfugiés dans les grottes. C'était leur seule issue. Et vous savez que les grottes construites par les Algériens, creusées par nos pères, c'était des ramifications extraordinaires, surtout dans les Aurès. Il y avait des ramifications extraordinaires, on pouvait rentrer d'une région et sortir d'une autre. Oui. Donc ces grottes étaient très nécessaires à la survie de la révolution algérienne. Oui. Et les gens, c'est-à-dire nos militaires, le FLN, avaient utilisé ces grottes pour en faire des réserves pour les aliments, des réserves pour les munitions, des réserves pour eux, mais également des écoles et des logements pour les familles. Et donc ce malheureux bidon qu'on appelait, c'est un gaz toxique qu'on appelait les bidons... comment ils appelaient ça, les bidons spéciaux. Les bidons spéciaux. Oui, oui. Donc c'était des bidons de 5 litres. Comment ça se passait? Les militaires arrivaient 2 par 2. Ils rentraient dans le tunnel. Ils faisaient exprès de rentrer 2 par 2 parce qu'ils avaient peur d'être attaqués par les moudjahidines de l'autre côté. Ils rampaient, ils rentraient, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui laissait croire qu'il y avait une vie, et même quand il n'y en avait pas, ils lançaient les bidons et ils se retiraient. Quand les gens n'étaient pas dans les casemates, qu'est-ce qui se passait? C'était les murs qui prenaient donc ce liquide, ou la combustion de ce liquide, et toute personne qui passerait par ce tunnel risquait de mourir. Mais quand il y avait des moudjahidines, et c'est là où ça devient extrêmement grave pour la France, eh bien, ils bazardaient ce bidon et les gens, ils ne pouvaient pas rester dans la casemate plus de 15 minutes. Pourquoi? Parce que leurs poumons, dès qu'ils respiraient, leurs poumons devenaient vraiment très très durs et ils explosaient, ils mouraient sur le champ. Alors voyons combien de personnes sont mortes dans ces conditions. Et ça, c'est difficile de répondre à cette question. Impossible. Oui. Parce que quand ils finissaient, ils revenaient, ils emmuraient les grottes. Donc si on calcule aujourd'hui 5 millions et quelques de chouhada, c'est pas vrai. Nous sommes près des 10 millions d'Algériens. Parce que tous ces gens-là sont encore dans ces grottes. Et si on devait faire une rétrospection ou une analyse, eh bien, on trouverait ce produit encore sur les murs. J'aimerais juste faire un parallèle aussi sur... on parlait il y a quelques semaines des enfumades de la Dahra. Il y a aussi les enfumades modernes. La même idéologie, le même procédé. Tout à fait. Quelques années, quelques décades qui passent, mais nous gardons toujours la même méthode pour justement, comme le disent eux-mêmes, pacifier cette population, avec, pour reprendre leurs termes qu'ils utilisaient jusqu'à très récemment. Hassan Arab, il y a des témoignages d'anciens soldats qui justement qui faisaient partie de cette compagnie Z, la compagnie Z qui était justement chargée d'accomplir ces monstruosités, car il faut... c'est les sections spéciales. Les sections spéciales. Z, c'est pour le napalm. Absolument. C'est les sections spéciales. Merci de reprendre un peu la nomination. Alors, juste pour revenir sur les témoignages de ces anciens soldats, ils parlaient de corps boursouflés, des corps qu'ils trouvaient à même ces grottes, des corps qui étaient boursouflés avec de la bave jaunâtre. C'était un peu leur témoignage qui montrait des signes d'asphyxie violente, des cadavres qui n'étaient pas extraits des grottes. On préférait faire exploser un peu les entrées de grottes pour les emmurer et les condamner à rester enterrés pour la nuit des temps. Je vous donne l'exemple d'un soldat qui était justement incorporé dans ces sections spéciales, Yves Carnigno. Donc c'est le nom de ce soldat qui a été lui-même intoxiqué entre 1959 et 1961, malgré tout l'arsenal de protection qu'on lui avait fourni à l'époque. Un tribunal en 2016 avait même reconnu la nocivité des gaz, ouvrant la voie à des compensations pour ce qu'on appelle leurs vétérans. Hassan Arab, un commentaire? Commentaire, parce que c'est un gaz très lourd, donc les gaz qui ont été utilisés dans les grottes, brûlant les tissus intérieurs et extérieurs, donc des personnes qui sont en contact. Qui inhalaient peut-être. C'est un effet
immédiat. Donc, d'ailleurs, on a toujours missionné des soldats qui ont été formés spécialement pour ces opérations, dont le plus grand secret. Il y avait donc une compagnie à Alger, donc dans la banlieue est, à partir de 1956. Ils étaient formés à Bourges, comme vous l'avez si bien rappelé au début, Zohir. Et puis ces soldats, on les informait que c'était de lacrymogène. Donc, on ne leur a jamais expliqué qu'il s'agissait d'une combinaison de gaz peut-être plus nocive. Plus nocive. Puis l'exemple le plus éloquent, donc c'est l'exemple de la grotte de Tirchiwi dans les Aurès. Né en 1900, au mois de mars 1959, suite à un ratissage. L'ensemble donc de la population du Douar Tirchiwi va chercher refuge dans une grotte qui porte le même nom de Tirchiwi. Et puis la grotte, elle sera encerclée. Les militaires français savaient qu'il s'agissait des civils, des femmes, des vieillards et des enfants. Ils vont l'encercler pendant 3 jours, entre le 22 mars jusqu'au 25 mars. Et puis, le 25 mars, c'est un colonel qui était donc à la tête d'une patrouille, d'une compagnie militaire, et leur donne d'anéantir et de détruire la grotte. C'est à travers ces gaz. Donc on jette les gaz et puis on détruit complètement la grotte. Et puis, moi j'ai les noms donc le colonel Volvavel n'a pas agi tout seul. Il avait avec lui au moins 4 officiers qui ont donc ordonné la destruction de la grotte de Tirchiwi. On parle d'au moins, parce qu'on n'a pas le chiffre exact, 102 morts. 102 morts rien qu'à cet endroit. À cet endroit. Donc il y avait, je peux vous donner les officiers qui ont perpétré ce massacre contre des enfants, des femmes et des vieillards. Il s'agit du commandant Adon, capitaine Riette, le commandant Gabriel, les capitaines Jacques, Lucien et Bernard. Donc pour vous dire un petit peu ces défaits, d'ailleurs il y a eu un rapport qui a été publié par El Moudjahid, je pense, vers la fin de l'année 1959. Mais jusqu'à présent, donc faute d'archives, on ne peut pas mesurer l'ampleur de ces attaques à l'aide de ces gaz dans les grottes. Monsieur Abdelmajid Aziz. Il y a une grotte aussi naturelle dans le Douar Ouzilagri, à côté du village Tizi Moualas. Il s'appelle Azalou Merzoug. C'était fin 56, début 57. C'est là-bas où, quand il y a une patrouille de soldats ou bien des bouts de ratissage, la population, ceux qui sont recherchés, avec aussi des malades ou bien des blessés, ils vont se réfugier dans cette grotte. Alors ce jour-là, ils les ont coincés. Il y a eu une 50aine de personnes dans cette grotte. Ils ont essayé de les dissuader de sortir. Personne ne voulait venir. Ils ne pouvaient pas tirer parce qu'elle était profonde. Elle était très loin à l'intérieur du rocher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont enfumés et ils ont construit l'entrée. Ils ont utilisé aussi un gaz, peut-être des produits chimiques pour les... Ils n'ont pas utilisé de gaz. Oui. Ils les ont enfumés, ils ont mis des feux devant l'entrée, avec la fumée qui est rentrée à l'intérieur. Donc une méthode qui avait déjà été utilisée. Les enfumades. Les enfumades. Voilà. Et ils ont construit, ils ont fermé avec construction. Oui. Eh bien, ils sont restés là-bas 30 jours. Finalement, ils ont réussi à sortir en creusant, en se débrouillant, etc. Ils ont pu sortir. Et ils ont survécu. Ils ont survécu. Pour voir un peu le... Il s'appelle Azalou Merzoug. Merci de nous rappeler cette... C'est des prouesses. Absolument. Ah ben oui. On aurait pu recueillir leur témoignage pour l'histoire, parce que ça, c'est des victimes. Et elles étaient vivantes. Nous avons le témoignage de M. Abdelmajid Aziz qui rappelle
se fait malheureusement pour d'autres qui n'ont pas eu cette même chance, de nos compatriotes qui ont péri dans d'atroces souffrances. J'aimerais aussi rappeler qu'une lettre avait été retrouvée, pour revenir un peu sur l'utilisation des armes chimiques. Une lettre avait été retrouvée dans les archives du ministère des Armées, et cette lettre, elle date de 1956. Elle montre que l'emploi de ces armes était parfaitement encadré, même s'il y a ce déni, ce mensonge. Il y a aussi des documents qui attestent du contraire, avec une autorisation d'utiliser certains gaz pour le maintien de l'ordre, ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre. C'est important de souligner la terminologie, car pour contourner l'interdiction, il faut bien trouver les mots qu'il faut. Alors, il y a d'autres composants chimiques. Vous me permettrez peut-être des mots un peu compliqués, mais il faudra les citer. Le bromécétal d'éthyle, le chloracétaphénone, et puis également d'autres produits. Et on recommandait même la prudence pour les soldats qui allaient les utiliser et éviter des conséquences graves. Ces gaz étaient en réalité mortels en milieu confiné, bien sûr, et ce sont des Algériens qui ont été victimes de ces horreurs. Amin Nebbash, je pense que vous avez une nouvelle vidéo, un témoignage que vous voulez nous présenter également. Exactement, Zoher. Donc on parle de déni, on parle aussi de ce tabou entretenu par l'État français, mais les témoignages sortent. On a un ancien soldat du contingent de l'armée de terre qui était présent dans cette période, bien sûr, en Algérie. Il en parle avec amertume et il parle avec beaucoup de douleur sur les horreurs commises contre le peuple algérien. On va voir et après on va débriefer ensemble sur l'état psychologique de ce soldat. Dans le secteur où j'étais, d'abord le sud algérois pendant 14 mois, et ensuite l'unité à laquelle j'appartenais a été placée sur Alger. Et donc quand j'étais dans le sud algérois, c'était unité opérationnelle classique, mais la fin des opérations jumelles ayant eu lieu, c'était des opérations d'occupation de terrain. Et ce que j'ai vécu là, et ce que d'autres ont vécu, c'est pas simple justement à exprimer. Et une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de dire quelque chose, c'était pour tenir compte du fait que pour beaucoup, c'était dur. Dur à exprimer. Il y avait des choses à vomir. En janvier 1961, bombardement au-dessus du village, bien sûr. Voilà. Des choses comme ça, il fallait les digérer. Et puis, je disais tout à l'heure, être tué, des gens tués, quoi. Tués. Et alors là, surtout pour notre espace à nous, c'est moins dans les opérations proprement dites, parce qu'on n'était plus dans les grandes opérations, mais les mines, sur les mines, c'était... Ouais, voilà. Que faire dans ces cas-là? Et je reviens sur la question que faire après pour l'ensemble de la guerre, que faire pendant qu'on y est? Et notamment, alors, pour les opérations, même sur Alger, même si c'était différent, la question des méthodes de guerre. J'insiste souvent sur l'idée que lorsque nous sommes partis là-bas, nous étions appelés du contingent, très jeunes, la plupart d'entre nous, et même je crois à tous, et moi-même, alors que pour des raisons particulières j'aurais pu être plus informé, nous sommes partis sans nous poser la question de savoir si cette guerre était justifiée ou pas. Voilà, donc Zoher, excusez-moi si je reprends peut-être son terme à lui en disant qu'il a vu des choses à vous faire vomir. Il parle là, bien sûr, des effets du napalm sur les personnes, puis juste après, il parle des bombardements au-dessus de villages peuplés, c'est-à-dire des villages où il y avait des femmes, des enfants, des vieillards et des hommes. Et puis le troisième point peut-être, c'est l'état, je vous disais Zoher, psychologique de ces soldats qui portent jusqu'à ce jour, justement, les conséquences juste d'avoir vu ces scènes. Alors imaginez-vous ceux qui les ont vécus, les Algériens. Absolument, ce sont des témoignages qui reviennent depuis l'indépendance, ces anciens appelés qui passent, comme vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure sur une télé française. Maître Bambraham, est-ce qu'aujourd'hui, malgré ces témoignages qui surviennent ces quelques décades depuis l'indépendance, les rares documents archivés, est-ce qu'aujourd'hui ces documents, ces témoignages seraient suffisants peut-être pour compromettre ou peut-être seraient compromettants pour Paris et nous inciter nous-mêmes à porter des affaires aussi graves devant des juridictions internationales? La question doit être posée malgré la rareté des archives. C'est pas des preuves suffisantes.
Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la victime n'est pas là, la victime est morte. Et celui qui la représente n'est pas là non plus, ses ayants droit. Donc, ça reste simplement des photos, des déclarations qui secouent les consciences, n'est-ce pas, qui nous permettent d'asseoir le crime contre l'humanité, de dire oui, ça s'est passé en Algérie, mais elles demeurent insuffisantes pour aller devant un tribunal. Parce que devant un tribunal, comme je vous l'ai dit, il faut apporter la victime ou ses ayants droit, il faut apporter les témoins, il faut essayer d'apporter les auteurs. Ces gens sont des gens qui ont été ordonnés. On leur a ordonné, dans un cadre de l'exercice de leur mission, de faire ces crimes. Mais en fait, le véritable criminel, c'est qui? Quand on voit, par exemple, La Faille, et quand on a discuté tous ensemble, eh bien, c'est l'État français. Tout est fait au profit de l'État français, pour la pérennité de l'État français dans notre pays. Donc celui qui a décidé, celui qui a ordonné, c'est l'État français. Et donc on a plus intérêt à aller du côté du crime d'État pour asseoir la notion sur le plan international que de venir revendiquer donc les intérêts des citoyens. Et ça demeurera une preuve contre l'État français. C'est pour ça qu'on doit travailler sur ces questions. On doit prendre des renseignements, on doit écouter, on doit chercher, on doit fouiller. Et le facteur temps est un autre avantage et non pas pour l'avantage des Français, parce qu'on doit accumuler un grand nombre de preuves. Mais il faut dire une chose, il faut savoir être honnête et rester dans un travail didactique, un travail intelligent. Il faut dire que sans nos confrères historiens et juristes de l'autre côté de la rive, on n'aurait jamais pu avoir ces renseignements. Et c'est pour ça que pour construire une histoire apaisée, entre guillemets, une histoire vraie, une histoire d'hommes civilisés, on doit continuer à travailler tous ensemble, Français, Algériens, victimes de notre côté, victimes de leur côté aussi, parce qu'il y a eu des morts à la suite des expositions au napalm, par erreur ou volontairement, je ne sais pas, et avec d'autres types de gaz, ils en ont souffert et ils sont morts. Et vous avez très bien fait de parler donc des personnes qui souffrent de maladies à la suite. Ça veut dire que tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais disons que les Algériens en très très grande partie, mais dans une infime minorité, les Français sont également là pour nous donner la preuve vivante que ces crimes existaient ici. Ces armes prohibées ont été réellement utilisées. Nous n'avons rien inventé. Oui. Ils sont eux-mêmes victimes de ce qu'a fait la France. Comme je dis souvent, je dis vous avez voulu servir la France. Malheureusement, la France vous a servi la mort sans vous le dire. Et on ne peut pas tourner la page de l'histoire sans pouvoir relever toutes ces méthodes, tous ces crimes et toute cette barbarie qui a été utilisée de manière systématique contre le peuple algérien. Une autre horreur avait été utilisée également. Celle-ci, elle est moins connue. Il s'agit de l'utilisation des armes bactériologiques. Cela s'est passé également en Algérie du temps de la colonisation. Hassan Ara, vous avez un détail sur ce projet? Parce qu'on n'a pas beaucoup décrit sur l'utilisation des armes bactériologiques. Et nous savons que la France a considéré l'Algérie comme un laboratoire. Ils ont testé donc des substances encore jusqu'à présent qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, les substances virales pour être virales, donc vraiment des armes bactériologiques. D'ailleurs, le premier à avoir donc donné un exemple sans détail, c'est le défunt Boualem Djedi dans son livre Tortionnaire 1830-1962. Il a évoqué à un certain moment un procédé qu'on utilisait pour torturer les Algériens. Donc c'est une substance inoculée par injection. Par injection, et puis elle avait des effets réfrigérants sur le métabolisme. Mais il n'a pas donné beaucoup de détails parce qu'il faut des archives. Mais l'exemple le plus horrible, le plus terrible que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est suite à une attaque de l'armée française à Ain Timouchent. Et je quelle année ça, on est en 1957, donc le 4 mai 1957,
Donc c'est dans un communiqué des responsables de la wilaya 5 historique, Oudouar Gitna, à Intimouchent, un médecin, lieutenant de l'armée française, a inoculé un virus mortel à 22 bébés. Tenez-vous bien. Une tranche d'âge entre 15 mois et 5 ans. Donc que des enfants. 15 bébés. Oui. Donc 15 bébés et 7 filles. Donc il y avait 22 qui sont morts aussitôt, donc sur place. Voilà, donc on a utilisé des enfants, des bébés pour... Hassan, par respect à la mémoire de ces victimes, vous avez leur nom et vous avez leur âge également. J'ai la liste des 22 bébés qui ont été justement massacrés, victimes par des armes biologiques. Je vais vous donner la liste exactement. Ould Znachi Ali, il avait 2 ans. Ould Abdelkader Mohamed, il avait 2 ans. Ould Driouch Ali, 5 ans. Ould Mimoun Abdelkader, 2 ans. Bint Lazawi Khadra, elle avait 3 ans. Ould Mahmoud Jilali, 18 mois. Ould Abdallah Ben Hadni, 15 mois. Ould Ali Mohamed, 19 mois. Bint Qwider Halima, 3 ans. Okasha Boumdien, 2 ans. Znaki Youssef, 1 année. Miloud Atia, 2 ans. Riyad Mustafa, 3 ans. Habib Ben Issa, 18 mois. Habib Qadour, 18 mois. El Hadj Shrifa, 1 an. Znaki Abdelkader, 2 ans. Habib Abdelkader, 2 ans. Ould Habib Miloud, 2 ans. Mohamed Fatima, 2 ans. Boumed Halima, 18 mois. Djelloul Halima, 18 mois. Voilà la liste des 22 gosses qui ont été massacrés par un lieutenant de l'armée française. Je rappelle, au mois de mai 1957, au Douar Gitna, à Intimouchent. Majid Azi, une réaction peut-être à ce que vous venez d'écouter? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, ils ont utilisé tous les moyens. Absolument tout. Et évidemment, il y a eu une résistance quand même farouche. Et le peuple algérien a démontré qu'il ne marchera jamais avec leur combine. Et chaque fois qu'ils inventent un moyen d'extermination, il y a toujours des solutions qui sont trouvées pour les éviter ou bien pour riposter. Maître Benbrahim, justement, cette œuvre civilisatrice, on est en train de... Je voudrais réagir parce que je connais bien ce sujet, scandaleux d'ailleurs. Alors, je voudrais vous rappeler que pour les armes chimiques, c'était une expérience en Algérie. Et l'objet de l'expérience, c'était les êtres humains. Eh bien, revenons à quelque chose dont on parle et parfois on ne sait pas ce que c'est. Le bouton de Biskra, c'est quoi ce bouton de Biskra? Eh bien, le bouton de Biskra, effectivement, ils ont inoculé le virus de la leishmaniose. On retrouve le bouton de Barded. Les Américains ont fait la même chose. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu un film historique en Tunisie. C'est la même chose pour les enfants. C'est toujours les enfants. Donc l'inoculation de la bactérie de la leishmaniose. Ça, c'est concernant... Maintenant, il faut parler d'une chose importante. Quand on parle d'armes chimiques, il faut l'analyser avec la prévision d'une guerre chimique. Parce que la guerre chimique, la guerre bactériologique, c'est une guerre qu'on peut faire à moindre coût. C'est une population qui est là, on peut tuer toute cette population, prendre nos bagages et partir, comme si de rien n'était. Et on ne perd absolument rien, ni hommes, ni argent, ni stratégie, ni rien du tout. Ni poursuites aussi. Mais les poursuites, si, on peut les faire. Et là, vous arrivez au troisième point que je voudrais vous dire. Eh bien, il y a une région où il y a eu des expériences chimiques et bactériologiques. Du côté entre le sud et à la frontière. Et cette région
Enfin, moi je l'ai vu, c'est des sortes de gourbis, mais enfin en ciment quand même. Hein. Oui. C'est comme pas des bunkers, non, c'est des grandes installations. Des grandes installations, Oui. et c'est là où ils faisaient leurs expériences. Et il y a une sorte de muraille qui les entoure. Alors figurez-vous que jusqu'à ce jour, lorsque des bergers s'aventurent dans cette région avec leur bétail, avant de passer d'un point A à un point B, le bétail meurt. Vous parlez de quelle région en particulier? Vous parlez de Bni Ounif? Non, c'est pas Bni Ounif, c'est une région, j'ai oublié le nom, c'est à la frontière de la bande verte, c'est-à-dire le nord de l'Algérie et le sud de l'Algérie. Donc c'est une région très petite, et comment on a appris ça? On a appris ça parce que le colonel qui était sur place et qui faisait ses expériences avait un chauffeur algérien. Sauf que ce chauffeur algérien était un militaire. Et il a contracté plusieurs maladies, plusieurs cancers. Nous avons des dossiers où il y a des rapports médicaux extraordinaires, et c'est lui qui nous a raconté ça. Il y a eu même des documentaires qui ont été faits, je crois, par Faiza Mokran, n'est-ce pas? Oui. Elle est allée, c'est ça. Donc par Faiza Mokran, elle est allée sur les lieux, elle nous a ramené ses photos, elle nous a ramené le rendu des lieux, et on voit donc tout ce bétail qui, en traversant 1 kilomètre, même pas 2 kilomètres, le bétail, on le voyait complètement par terre, complètement mort. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de parler de ces armes qui provoquent des morts. Mais qui continuent à produire leurs poisons, parce qu'il faut nettoyer ces endroits. Il faut absolument. Vous me tendez un peu la perche pour parler d'un autre mal que nous a laissé la France coloniale. On parle des mines antipersonnelles. Oui. C'est une arme terrible qui continue à faire des victimes jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré bien sûr le travail titanesque qu'avait accompli l'armée nationale populaire pour les activités de déminage, notamment sur les 2 frontières qui représentaient les sinistres lignes Chalais-Maurice. Je vous cite d'abord cette dernière sortie du président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, qui avait parlé bien sûr d'un objectif visé, c'est faire jaillir la vérité, pour reprendre ses termes, sur ce drame, et ce pour que le monde entier apprenne ce qui s'est passé. Les mines antipersonnelles ont continué à faire des victimes longtemps après l'indépendance. Pour revenir en chiffres, avant de donner la parole à vous, Monsieur Al-Majid Azi, l'armée nationale avait détruit pas moins de 9 millions de mines posées par l'armée française sur près de 62 000 hectares, dont plus de 1000 kilomètres de frontières. Vous imaginez un peu l'étendue de cette tragédie, de ce mal qui est resté depuis 1962, même bien avant, hein, c'est-à-dire tous ces champs de mines qui ont été laissé comme un legs sinistre de l'armée coloniale française et de l'État français naturellement. Aucune carte n'avait été fournie à l'Algérie pour nous aider justement à faire ce travail de déminage, si ce n'est l'effort et le courage de nos soldats qui ont réussi à déminer. Mais encore, ce mal continue à exister en Algérie avec des champs qui sont éparses un peu sur le territoire national. Ben oui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils utilisaient absolument tous les moyens. Au début, il y avait des postes avancés dans chaque région, dans chaque douar, par exemple. Un poste avancé, ils surveillaient la population. Et ils étaient là, ils étaient sur place. Mais comme ces postes avancés étaient visés par l'ALN, ils en ont enlevé plusieurs, et ils les ont supprimés. Et à la place, ils ont mis des mines antipersonnelles. Alors, ils les ont installés sur des sentiers. Des petites sentes, pas dans les routes. La route n'a rien. C'est les petits sentiers. Donc, ils visaient particulièrement la population. Alors, c'est des mines qui ont comme les burettes, burettes d'huile qu'on utilise pour les machines à coudre. Alors, quand ils posent le pied, elle explose. C'est soit l'avant-pied ou bien le talon qui saute. Alors nous avons reçu des dizaines et des dizaines pendant presque un mois qui ont été, disons, blessés. Donc
Pour certains amputés. On les amputait. Oui. C'est nous-mêmes qui le faisions. Vous les amputiez. On enlevait le truc et puis on faisait le moignon de façon à ce que ce soit. Mais finalement, ils ont fait ça pour, disons, avoir des. Pas pour tuer la personne. C'était pour. Voilà, pour les rendre handicapés. C'est des gens qui sont là, qui peuvent rien faire et qui sont à la charge aussi de leur famille et de leurs proches. Donc, ils ont imaginé toutes les possibilités pour pouvoir liquider la population. C'est grave. Parce que dès le départ, c'est la politique de la colonisation française. C'était de diminuer la population algérienne. C'était de diminuer au maximum parce que eux, ils étaient 1 million. Ils voulaient que les Algériens soient moins d'1 million, de façon à ce qu'ils soient majoritaires et qu'ils deviennent définitivement, ce n'est plus une colonie, c'est un pays tout à fait en dehors. C'était le principe du génocide, hein, voilà, exterminer la population pour la remplacer. Maître Benbraham, les mines antipersonnelles, c'est aussi cette arme terrible qui va à l'encontre de toutes les conventions internationales pour l'interdiction des armes. Oui, alors là, pour les armes, il faut qu'on prenne une minute pour expliquer. D'abord, lorsqu'on plante des champs de mines dans un pays qui était colonisé, pour moi, il continue à être colonisé. Parce que c'est toute une zone qu'on ne peut pas utiliser. Oui. Et c'est pour ça que l'Algérie a pris le taureau par les cornes et la défense nationale s'est mise à déminer. L'Algérie s'est fait déminer par ces Algériens, par ses propres enfants. Et nous avons perdu énormément de personnes. Aujourd'hui, ces champs qui sont déminés sont en train de devenir de magnifiques vergers, de magnifiques propriétés. Ça, c'est le premier point. Le second point, le crime continue. Ça, c'est un crime continu, puisqu'il continue à tuer jusqu'à ce jour. Ce crime continue, eh bien, la France, non seulement elle est responsable au titre du fait qu'elle n'a jamais donné les plans des mines antipersonnelles pour qu'on puisse les déterrer et découdre avec cette question déjà au début de l'indépendance. Donc ça, c'est le deuxième crime d'État commis par la France. Il faudrait dire également qu'il y a, à mon sens, un autre crime. Ce troisième crime, c'est un crime, on ne donne pas les cartes. On ne fait rien du tout, on pousse l'Algérie. C'est un crime contre la loi elle-même. Parce que si vous voyez le texte international, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, destruction de toutes les quantités de drogue, j'ai dit, enfin, des formations professionnelles, oui, de toutes les mines qui sont dans les usines qui fabriquent les mines. Et ça, c'est sur le compte des pays qui produisent les mines. Deuxièmement, ne plus utiliser de mines dans n'importe quel pays. Ça aussi. Mais il n'a jamais été question que les pays qui sont victimes déminent avec leur propre argent. Donc vous voyez qu'ils ont encore failli à leurs obligations. Le principe du pollueur-payeur, c'est une loi internationale, devrait s'appliquer en toute quiétude dans ces cas. Alors aujourd'hui, moi je dis que ce texte doit être révisé. On ne va pas m'imposer des charges financières énormes pour nettoyer mon propre terrain alors que c'est la France qui l'a fait. Mais le drame, c'est que je pense qu'ils ont très très mal compris. On nous a presque obligés à déminer dans notre pays. Et ça, c'est une question à revoir. Oui. Ce texte doit être revu. Revu. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Hassan, peut-être un dernier mot sur les mines antipersonnelles, rapidement. Sur les mines, j'aimerais dire une chose, c'est que je retiens cela du Moudjahid Dahoud Rablia. Il a travaillé donc sur, pendant la guerre de libération nationale, ils ont reconstitué une maquette donc des lignes Chal et Maurice. Et ils ont demandé l'aide à l'Union soviétique à l'époque. Quand ils ont présenté les maquettes, les Russes leur ont dit voilà un dispositif criminel particulier et exceptionnel. Tellement
Il était très très complexe. D'ailleurs, même après l'indépendance, c'est vrai qu'il est incontestable. L'armée nationale populaire a fait un travail gigantesque, titanesque en matière de destruction de... Oui. Mais sans les plans, et avec donc les intempéries, etc., il y a encore des difficultés. Oui, des difficultés. Donc, ah oui, ça marche. Un déplacement aussi des mines qui ont donc c'est un crime qui reste encore impuni comme tous les autres crimes. J'aimerais également rajouter quelque chose rapidement, Hassan, parce que parce qu'on a oublié quelque chose, parce que l'armée française a inoculé des virus de certaines maladies pour les habitants. Là, donc, à un certain moment, le commandement de la Wilaya 5 historique a fait état, donc le 15 février 1957, dans la région de Malakoff, l'armée française a pris de force un Algérien. On lui a inoculé donc par injection une maladie qui sera donc déterminée comme le typhus. Et puis l'ALN, grâce à la vigilance de l'ALN, ils ont isolé tout le village. Donc on prenait des individus, on leur injecte donc une maladie, et puis on les laisse rentrer chez eux. Comme ça, c'est des expériences sur les humains. Le document existe. C'est des faits vérifiés. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir été avec nous. J'aimerais dire à la fin qu'avant de parler d'une éventuelle révision, comme ils veulent bien le répéter, tous les politiques en France, enfin certains cercles, parler de l'accord 68 qui revient dans les débats régulièrement. Il faudrait peut-être regarder bien avant, revenir sur tous ces drames, tous ces massacres qui ont été perpétrés contre une population algérienne désarmée, pour la plupart des civils, et cela depuis 1830. Il faudra peut-être commencer par là avant d'aller vers des accords postérieurs. Merci encore une fois. Je rappelle mes invités, Maître Fatma Zahra Ben Braham, avocate spécialisée dans le droit de l'histoire. Merci encore une fois d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Également avec nous, nous avons eu le grand plaisir d'avoir Majid Azzi, militant syndicaliste, auteur de plusieurs ouvrages dans le parcours d'un combattant de l'ALN, de la Wilaya 3. Vous racontez votre propre parcours lorsque vous étiez dans les rangs de l'armée de libération nationale. Et puis Hassan Arab, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, journaliste, chercheur en histoire, et également animateur de l'émission Les Dossiers de la Mémoire sur Canal Algérie. Merci encore une fois, Hassan, à vous. Et Amin Nebech, merci pour votre travail de documentation qui est précieux et important pour cette émission. Merci encore une fois, Amin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition et une nouvelle émission du Déshonneur.